dossier Menvusa. Est-ce qu'on a notre prévenu, monsieur Philippe Vernet? Monsieur Philippe Vernet, voilà, je n'ai pas fait le rapport. Votre conseil est maître Manoukoula. La partie civile, c'est madame Copter, présente, la même. Votre avocat, c'est maître Kassim. Et nous avons deux témoins, monsieur Bernard Saint et madame Eldor Sandra. D'accord. Sandra avec dessus ou dessous, je ne sais pas. Alors, monsieur Menvusa, si vous voulez bien avancer à la barre, s'il vous plaît. Merci. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez m'indiquer votre état civil complet? Alors je suis monsieur Gérard Menvusa. Je suis né le 29 septembre 1980. Je suis entrepreneur j'habite à La Foix. Et voilà, je travaille sur Nouméa essentiellement. Voilà, La Foix, enfin voilà. D'accord. Monsieur Menvusa, est-ce que vous avez déjà été condamné? Oui. Oui, je crois, oui. Vous croyez? Comme beaucoup de prévenus devant le tribunal, ils ne se souviennent pas qu'ils ont été condamnés. Oui. Pourtant, il y a 10 mentions où il y a 4 pages. Vous voyez, ce qui, évidemment, interroge sur l'utilité de la peine. Oui. Et sur le fait qu'en général, quand ils sont allés en prison, ils s'en souviennent mieux que quand c'est du sursis. Vous voyez? Oui, mais j'essaye de l'oublier. Mais c'est vrai, oui, je m'en souviens. Alors, monsieur Menvusa, avant de commencer l'examen du dossier, je vous informe que vous avez le droit de garder le silence. Oui. Vous répondez également aux questions qui vous seront posées aussi bien par le tribunal que par la partie civile, le parquet et la défense. Concernant votre personnalité, je note que vous avez fait des études un petit peu, vous avez un CAP en chaudronnerie. Oui, oui. Ce qui sous-entend que vous avez la possibilité d'avoir un travail. Un bon chaudronnier, oui, je dirais, peut avoir du travail. Mais je travaille. C'est pas tout à fait ce qu'on voit dans le dossier, quand même. Hein. C'est très aléatoire. Oui, mais je travaille quand j'ai du travail, évidemment. Quand j'en ai pas, ben... Et j'en reviens à mon histoire de chaudronnier. Un bon chaudronnier a toujours un boulot. Quand on n'a plus de boulot, c'est comme ça... intermittent, c'est qu'on a des problèmes de comportement, souvent. Oui, je reconnais. Alors, je note que vous êtes en couple depuis 2004 avec madame Copter, Patricia. Vous êtes marié en 2014 après votre sortie du camp Est. Oui, c'est ça. Vous avez des enfants? Combien? 3 enfants. Quel âge, vous pouvez nous dire? 8 ans, 4 ans, 6 ans, 7 ans. Oui. 10, oh, je ne sais plus. 5 ans, 8 ans, 10 ans. 10 ans, c'est ça. Oui, mais vous allez me dire, c'est pas grave l'âge d'un enfant, mais quand on est un père intéressé par ce qu'ils font, il n'y a aucune raison qu'on ne connaisse. On a une mère, elle sait exactement l'âge de ses enfants. Hein. Je note également, alors vous ne vous souvenez pas très bien de votre casier judiciaire, mais vous avez été emprisonné, alors il est vrai qu'il y a ce qu'on appelle l'érosion des peines, mais vous avez dû avoir à peu près 1 an de prison ferme pour des violences. Oui. Vous vous souvenez, c'est marqué, c'est vous qui le dites, hein, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas votre casier judiciaire, pour des violences routières. Des violences volontaires, pas un accident. Oui, donc, c'était quelqu'un qui m'avait manqué de respect, en fait. Quelqu'un qui vous manque de respect. Sur la route, oui, mais j'avais peut-être bu ce jour-là. Oui, méfions-nous des manques de respect à monsieur Menvusa. Hein. Bon. Je note également fraude au bétail, c'est vous qui parlez de ça. Fraude au bétail. Au bétail. Bétail, oui. C'est peut-être la traduction de ce qu'on appelle du braconnage. Du braconnage, c'est ça. Et vous avez été arrêté d'ailleurs en pleine action de braconnage par les gendarmes quand ils sont venus vous entendre pour cette affaire. En fait, c'est parce que je pense que j'essayais les éclairages la nuit, ils ont pris ça pour un braconnage. Mais j'essayais mon éclairage. Vous essayez votre éclairage. Et le fusil à côté, c'est pourquoi, monsieur Menvusa? Le fusil, c'est au cas où
C'est au cas où vous êtes attaqué par un bétail, peut-être. Non, mais je suis quand même chasseur. Il était là, j'avais oublié de le ranger, quoi. Oui. Il était là par hasard. Enfin. Très bien. Je suis toujours inquiet, monsieur Menbussa. Il n'était pas chargé. Quand j'ai un prévenu qui, d'une part, se souvient plus très bien de la prison qu'il a pu faire, et puis, quand on vient l'arrêter pour lui parler de violence, il est déjà en train de faire encore une infraction caractérisée, qui peut se terminer, on l'a déjà vu, devant la cour d'assises, parce que malheureusement, quelquefois, les propriétaires tirent sur les braconniers tirent sur le propriétaire. Oui. Hein. Alors, je fais un bref rappel des faits, monsieur Menbussa, et vous vous expliquerez là-dessus. Le 24 octobre 2016, votre épouse, donc madame Patricia Copter, s'est présentée à la brigade du Pont des Français pour déposer plainte contre vous pour des faits de viol dont elle aurait été victime le samedi 15 octobre précédent. Elle évoquait également des violences assez régulières depuis plusieurs années, depuis votre sortie de prison notamment. Je précise à l'attention du public, parce que là, tout à l'heure, j'ai bien vu que le message n'avait pas été bien compris, c'est que le parquet n'a pas poursuivi l'accusation de viol, estimant, enfin, on n'est pas dans l'esprit du parquet, que s'il y avait peut-être des violences, il n'y avait peut-être pas la preuve qu'il y avait eu viol au sens légal. Donc il n'est pas question, je dis ça à l'attention du parquet ou de la défense, de poursuivre des réquisitions pour viol. Donc, monsieur Menbussa, vous êtes devant le tribunal uniquement pour répondre ce qui est déjà pas mal, hein, des faits de violence habituels sur votre épouse entre janvier 2014 et octobre 2016. Violence n'ayant pas conduit à des faits d'incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours. S'agissant de ces faits de violence, madame Menbussa, votre épouse, a déclaré que les dernières violences dont elle avait été victime, mais je précise qu'elle ne les a pas décrites de manière très précise, elle ne dit pas tel claque, ceci, cela, etc. Elle parle surtout d'échanges de gifles, etc. Et c'est relativement vague. Remontait à environ 2 ans qu'elle avait déposé plainte au commissariat de police de Rivière-Salée, plainte qu'elle avait retirée par peur de représailles de votre part, et que par la suite, elle avait simplement déposé des mains courantes à la gendarmerie de Boulou-Paris tout d'abord, et à la gendarmerie de La Foix. Alors, le main courante, ça pourrait se qualifier comme étant une sorte de plainte légère, si on veut. On n'a pas envie de déposer plainte, mais on veut aviser les autorités de faits qui peuvent être dangereux, d'infractions quelconques, etc. Elle a précisé que vous n'aviez pas comparu en justice pour ces faits, et moi je note qu'aucune vérification sur ces plaintes n'a été faite dans le dossier, je n'ai rien du tout. Mais vous ne les avez pas contestées, d'ailleurs il y a 2 témoignages qui les confirment. Il ressort également de la procédure que les gendarmes, après vous avoir entendu, ont tenté à plusieurs reprises de convoquer votre épouse, mais que celle-ci, ayant repris la vie commune, et on verra ce qu'il en est aujourd'hui, elle ne voulait plus du tout entendre parler de l'affaire. Alors, plusieurs membres de la famille de Mme Menbussa ont été entendus. Il y a eu sa mère, il y a également des amis. Il y en a 2 qui ont été cités et que nous entendrons tout à l'heure. Et je donnerai lecture également des dépositions des autres personnes sur les éléments qui vont dans le sens ou dans le sens contraire des faits qui vous sont reprochés. Alors, sur ces violences 2014-2016, M. Menbussa, qu'est-ce que vous avez à dire ? Mon problème, qui n'en est plus un, j'espère, c'est que je suis porté sur l'alcool et que quand j'ai bu quand j'ai bu un petit coup de trop, oui, effectivement, je peux avoir des réactions violentes. Mais il faut dire que ma femme, elle n'est pas tendre non plus, et elle aussi, disons que c'est un échange. Oui. C'est à peu près ce que disent tous les prévenus. Et c'est pareil, de la même manière que dans une audience du tribunal correctionnel qui commence le matin à 8-9 heures, vous allez avoir 5 dossiers de problèmes de circulation, d'accidents mortels et autres, et vous avez la même catégorie de violence conjugale. Et ils disent tous la même chose. Ah oui, mais les autres, ils disent... moi, je dis ce que je pense. Oui. Et oui, c'est vrai que j'ai un problème d'alcool, ça c'est clair. Hein, mais... Alors, c'est quoi, les violences dont vous vous rendez coupable là ?
C'est la discussion. Bon, il y a certains reproches, je suis un peu jaloux, le ton monte, elle crie, je crie, et puis on s'échange peut-être quelques baffes, mais ça va rarement plus loin que ça. Oui. Voilà, quelques gifles. On parle même. Mais j'en reçois aussi. Hein. Vous en recevez aussi. Vous n'avez jamais déposé plainte? Non. Ouais. Non, c'est ma femme. On s'aime beaucoup, et voilà, c'est notre manière à nous d'échanger. Vous n'avez pas le sentiment, vous êtes jeune encore, monsieur Benboussa? Oui. En 80. Oui. Vous n'avez pas le sentiment qu'il faut peut-être un peu évoluer, et que si à une certaine époque, ça du machisme, quoi. Bon, ça a pu marcher, oui. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous tapez vous êtes dur, votre femme comme ça. Oui, non, mais c'est vrai que c'est mon problème, c'est l'alcool. Je le sais, et aujourd'hui, j'essaie d'arrêter. On parle également, à un moment donné, de menaces de mort, même. Menaces de mort? Alors ça, je ne me souviens pas avoir... Sur ma femme? Ouais, mais non. Vous êtes quelqu'un d'impulsif, quand même. Oui, assez impulsif, mais je n'ai jamais menacé personne de mort. Oui, on verra un peu ce que disaient les témoins et les autres. Oui, mais... Oui, on parle également, à un moment donné, je vois, vous avez pris un bâton ou une arme, quoi, pour la frapper. Non, je ne me souviens pas de ça. Vous ne vous souvenez pas? Je ne me souviens pas. C'est possible, sous l'emprise de l'alcool. Un sabre d'Abati non plus, ça. Un sabre, j'en ai un, mais oui. Je ne le sors que quand je m'en vais me promener en brousse, par exemple. Oui. Et jamais vous n'avez menacé votre épouse avec le sabre d'Abati? Oh non, loin de moi cette idée. Non. Je ne m'en souviens pas. Oui. Bon, on va essayer un petit peu de creuser la question, là. On va entendre Monsieur Saint. Tenez, voilà, Monsieur Benboussa, si vous voulez bien reprendre votre place auprès de votre avocat. Alors, bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre nom et prénom? Bonjour, je suis Saint-Bernard. Saint-Bernard. Je ne sais pas qui fait qui crée les noms de substitution, mais il est vrai que, ma foi, il vous manque juste l'auréole, quoi. Alors... quelle est votre relation de parenté avec Monsieur Benboussa, Cyrin, bien sûr? Je suis le propriétaire chez lequel ils ont logé. D'accord. Donc vous n'avez aucun lien de parenté avec lui? Non. D'accord. Vous avez donc prêté serment de dire la vérité, toute la vérité. Vous levez la main et vous dites « je le jure ». Je le jure. Je précise à votre attention, à l'attention du public qui est aussi là pour apprendre, c'est qu'on ne dit pas « levez la main droite », vous levez la main que vous voulez. D'accord. Et tellement de gens voient ses mains droites, etc. Donc pas du tout. Alors, Monsieur Saint, tout d'abord de manière spontanée, les violences de Monsieur Benboussa sur son épouse, est-ce que vous en avez été témoin? Non, pas directement, mais souvent je les entends se disputer. Vous les aviez eus comme locataires à quelle période? Ils ont quitté l'appartement vendredi dernier. Oui, d'accord. Mais ils ont commencé à être chez vous. Ils sont restés combien de temps chez vous, dans votre appartement? Vous leur louiez, là? Depuis 2016. Depuis 2016. Donc ils sont restés combien? 1 an et quelques? 2 ans? Oui, à peu près. À peu près 2 ans. Oui, donc en 2 ans, on a le temps de voir un peu comment ça fonctionne, quoi. Alors vous entendiez, comme vous dites, vous ne voyez pas, mais vous entendez? Oui. Et c'était régulier, là, ces histoires de bagarres ou Souvent. Souvent. Est-ce qu'il y avait de l'alcool, du cannabis? Le logement est juste derrière chez moi, donc je sens souvent l'odeur de cannabis. Oui. Et de l'alcool, je sais pas, mais je suppose parce que c'était pas très très clair ce qu'ils disaient non plus. D'accord. Vous déduisez l'alcoolisation de la manière un petit peu pâteuse dans laquelle il s'exprime, quoi. Oui. Hein? Le cannabis, c'était lui ou c'était madame ou les deux? Les deux, il me semble. Les deux. C'est Karl. C'est un peintre qui avait besoin de logement pour ses employés. Oui. Monsieur Gérard m'ont eu ça. Et donc, et lui aussi, il m'avait dit que c'était des fumeurs de cannabis. D'accord. Alors, il reste 2 ans chez vous. Bon, vous entendez des disputes entre eux, mais des coups, vous n'êtes pas témoin directement de violence? Non. Ben, vous n'avez jamais vu madame arriver avec un œil au beurre noir? Non, mais certaines fois, des hématomes ou des bleus. Oui, c'est ça, je veux dire. Hein. Peut-être pas les yeux au beurre noir, on me dirait, hein, peut-être sur le coup, oui. Ailleurs, quoi. Oui. Elle s'est jamais plainte? Vous n'avez jamais discuté avec vous? Non, pas vraiment. Oui.
Elle a l'air assez difficile. Qu'est-ce que vous entendez par là? Premièrement, quand je réclame le loyer, souvent elle pleure. Elle pleure souvent. Oui, c'est pour vous attendrir. Non, je ne crois pas. Une fois, elle m'a giflé lorsque j'ai réclamé le loyer. Ah d'accord, ben, oui, oui. Elle vous a giflé? Oui. Et vous avez fait quoi, vous? Rien du tout. Ouais. Pour éviter d'être dans une autre place, mais devant vous. C'est de bon sens, ça, monsieur ça, ouais. D'accord, ouais, c'est un moyen de paiement comme un autre. Hein. Vous avez dit, entre autres, là, elle disait que chez elle, il y avait des va-et-vient. Notamment quand le mari n'était pas là, qu'est-ce qui se passait? Lorsque le mari n'était pas là, il y avait souvent un jeune homme métis kanak qui venait et il s'embrassait sur la bouche souvent. Ouais. Et je trouvais ça assez perturbant, vu qu'elle était toujours avec son mari, Gérard. Oui. Alors, s'agissant des Bleus, vous avez une phrase un petit peu particulière. Vous allez me dire ce que ça signifie. Question de la gendarmerie, avez-vous vu déjà madame avec des traces de coups? Vous répondez, j'ai vu qu'elle avait des bleus des fois, c'est ce que vous venez de dire, mais les femmes, elles se cognent parfois. Ça veut dire quoi, ça? Finalement, vous ne saviez pas si c'était lui ou si elle se faisait des bleus toute seule, quoi. Oh, ça arrive à tout le monde de se cogner, donc je me suis dit peut-être qu'elle avait juste trébuché. Oui, elle a vu trébucher. Enfin, sauf si on la voit tous les jours avec des bleus, c'est difficile, quoi. Peut-être qu'elle est très maladroite, je ne sais pas. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment elle est partie, comment ils sont partis? Ils sont partis la semaine dernière. Ils sont partis la semaine dernière du logement et ils m'ont volé des meubles et ils n'ont pas payé mon loyer. D'accord. Vous avez déposé plainte? Non. Pourquoi? Parce que je pensais les contacter pour essayer de... Faire ça à l'amiable? Oui, et récupérer mes meubles et mon loyer. Mon loyer. D'accord. Ben, je vous souhaite du courage. Merci. Monsieur Melvussa, juste par rapport à ce que vient de dire Monsieur Saint là, c'est vrai que vous êtes parti de chez lui sans payer le loyer et en prenant ses meubles? Oui, s'il le dit, ça doit être vrai, mais c'est vrai que c'est ma femme qui s'occupe essentiellement de la partie financière de la maison. Moi, je ramène les sous et elle gère. Melvussa, soyons sérieux. C'est elle qui part avec. Alors, c'est quoi qu'elle est partie avec les meubles? Oui. Il y avait quoi comme meubles? Une armoire, des étagères, des tables. Bon, vous croyez que c'est votre femme qui part avec ça sur le dos? Ah, mais moi, j'ai jamais emmené de meubles. J'ai même pas de véhicule assez gros pour. Non, là, franchement, ça ne me dit absolument rien. Ouais. Rien du tout. Et le loyer, c'est votre femme qui s'en occupe? Oui, je lui donne les sous. Elle gère très très bien. D'accord. Bon, vous pouvez vous asseoir. Merci. Bon, Monsieur Saint, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, le tribunal vous remercie. Vous pouvez venir à votre place. Nous avons un deuxième témoin, c'est Madame Eldor. Vous êtes la maman de Patricia, c'est ça? Oui. Alors, pouvez-vous nous décliner également là votre identité? Je m'appelle Sandra Eldor et je suis la mère de la victime. D'accord. Vous habitez où, Madame Eldor? J'habite au Mont d'Or. Bon, oui. Alors, en qualité de mère d'une des parties au procès, vous ne prêtez pas le serment. Évidemment, le tribunal vous enjoint de la plus grande franchise. Qu'est-ce que vous... Alors, comme je l'ai indiqué au départ, mais vous étiez absente parce que les témoins ne sont pas présents au moment où on fait les interrogatoires, on ne parle plus de viol. D'accord? Et ce qui nous intéresse maintenant, ce sont les faits de violence qui se seraient déroulés entre 2014 et octobre 2016. Qu'est-ce que vous avez vu vous-même directement? Qu'est-ce que vous avez vu indirectement? J'ai assisté directement à des scènes de violence, mais verbales. Beaucoup d'insultes, d'irrespect envers ma fille venant de M. Melvussa. Il a toujours été très honnête, je pourrais dire, avec ce qu'il pense. Il a déjà menacé ma fille et leurs enfants à plusieurs reprises, parfois des menaces de mort, ce qui a été choquant.
Et indirectement, à travers le biais de ma fille et d'une autre témoin, Magali Pett, j'ai j'ai entendu qu'elle s'est faite taper régulièrement avec des boîtes gaillac sur le dos et les jambes, avec du coup, en conséquence, des bleus et des blessures. Et ça, vous l'aviez vu, ça, les bleus? J'ai vu des photos. Oui. Mais bon, au moment où elle a eu les coups... Comment? Au moment où il y a eu les coups avec le bois de gaillac dont vous parlez, là, j'imagine que vous n'êtes pas peut-être en bon terme avec votre fille. Oui. Vous la voyez régulièrement? Ça dépend des périodes? Alors, ça dépend des périodes parce qu'ils ont beaucoup bougé par rapport à leurs problèmes de couple. Ouais. Ils ont vécu à différents endroits, ce qui m'a causé à moi... je l'ai vu moins souvent dépendant de là où elle vivait. Mmh. Mais je prends un exemple. Quand elle a été victime de ce qu'elle a appelé un viol, mais ça a été requalifié en simple violence, violence volontaire, elle est venue vous voir directement, vous en parlez? Je l'ai vue 4 jours après, le 19 octobre. Ouais. Et j'ai vu qu'elle n'était pas bien. Je lui ai posé des questions. Au départ, elle n'osait pas me parler. Et finalement, une fois que j'ai posé quelques questions, elle s'est confiée à moi, elle a pleuré. Je l'ai prise dans mes bras et finalement, elle m'a dit, je cite, « Gérard m'a mis un doigt dans le cul ». Oui, d'accord. Donc oui, là, elle vient vous voir directement. Et pour lui faire du gaillac, là, elle se prend un morceau de bois de gaillac sur la tête ou sur le dos, je ne sais pas. Et là, elle n'est pas venue vous en parler. Alors, par rapport au viol, du coup, elle n'était pas venue me voir directement. C'est moi qui ai posé des questions parce que je voyais qu'elle n'était pas bien. J'avais probablement pas vu au moment où elle s'était faite frapper par le gaillac. Dans vos dépositions, je vois que, effectivement, vous parlez beaucoup d'insultes, manque de respect. Vous dites, je n'ai jamais vu son mari battre ma fille. Donc des violences physiques directes, non. Par contre, je sais par le biais de ma fille qu'elle a été victime de plusieurs violences. Bois de gaillac sur le dos, les jambes, devant les enfants. J'ai vu des photos, etc. Vous estimez que votre fille là-dessus est sincère? Et elle dit, son mari a dit ouvertement, et là j'aimerais savoir si vous étiez présente, qu'il allait tuer les enfants d'abord pour qu'elle en souffre, puis qu'il tuerait ma fille, et enfin, pour ne pas retourner en prison, il se tuerait. Alors, c'était au moment où on vivait tous chez ma belle-mère. Donc, oui, j'étais présente. Vous étiez présente? Oui. Et là, il avait bu de l'alcool quand il a dit ça? Je ne sais pas, mais je pense, vu comment il parlait, sa posture. Et quand vous les voyez quand ils venaient chez vous, ça, de temps en temps, il y avait souvent de l'alcool? Alors, parfois, mais pas toujours. Et chez votre sœur, chez votre fille plutôt? Ils vivaient ensemble, donc il y avait toujours de l'alcool chez eux, mais ils buvaient... Oui, mais elle boit aussi? Oui. Oui. Et du cannabis aussi? Je ne sais pas, mais d'après les autres témoignages, oui. Pas devant vous, peut-être? Non. Alors, vous le décrivez quand même comme un homme qui bosse beaucoup? Oui. Alors, il partait souvent le matin tôt, à 6h30 environ, et il revenait vers 16h, mais ces derniers temps, il travaillait moins. Il partait à la pêche toute la nuit ou à la chasse et il revenait le matin. Mais il interdisait ma fille de sortir ou de travailler. Oui. En même temps, quand vous dites qu'il bosse beaucoup, il bossait pour sa famille? Ce n'est pas une famille très aisée. Oui. Alors, je ne sais pas si son revenu est haut, mais en tout cas, c'est possible qu'il l'utilise pour autre chose. J'ai lu qu'à un moment donné, ils ont habité chez votre belle-mère. Oui, c'est ça. C'est à la Coulée, c'est ça? Comment? À la Coulée. Oui. Et comme il y avait eu des tensions avec votre mère, oui. Donc ils s'étaient installés dans une tente sur le terrain, quoi. Oui, c'est ça. Moi, j'ai des soucis avec ma belle-mère, on s'entend pas très bien. Oui. Et Aurélie et sa famille ont donc décidé de s'installer sous une toile de tente dans le jardin. Donc une famille... avec 3 enfants dans une tente. Oui. C'est un peu misérable quand même, non? Un peu. Un peu. Et vous, avec avec le père d'Aurélie, vous ne les aidiez pas? Alors, je ne suis plus avec son père. Je suis avec monsieur Jean-Michel Eldor maintenant. Ah, d'accord. Ouais. Et du coup, c'est son beau-père. Mais il est quand même très impliqué dans sa relation avec elle. D'accord. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions à poser aux témoins pour la partie civile? Oui. Bonjour madame, est-ce que vous pensez que vous Gérard... Vous levez, maître, s'il vous plaît. Pardon. Posez les questions.
Est-ce que vous pensez que Gérard Memboussa aime votre fille ? Alors je ne sais pas, mais c'est vrai qu'avec tout l'irrespect qu'il lui porte, je pense qu'il l'aime pas énormément. Parce que pour être aussi respectueux, il faut quand même avoir une certaine haine ou un problème. Merci. Lorsqu'il a déclaré, il y a quelques minutes devant la cour, qu'il était un peu jaloux, est-ce que vous croyez à ça ? Je ne sais pas, j'assiste pas spécialement à leurs disputes, j'entends beaucoup. Moi, j'ai jamais assisté. Ma fille, comme j'ai dit, elle ne sort pas beaucoup parce qu'il l'interdit. Alors, je ne la vois pas souvent avec d'autres personnes. Je ne vois pas de qui il pourrait être jaloux. Et enfin, j'ai une dernière question. Vous confirmez que vous étiez présente lorsqu'il a menacé de mort ses propres enfants ainsi que votre fille ? Oui. Merci. Juste avant de laisser la parole à monsieur le procureur, il est indiqué dans le dossier que les gendarmes ont essayé de contacter un témoin que votre fille avait nommé. Oui, Magali Pett. Voilà, donc ils n'ont pas réussi à la trouver. Et après, madame, votre fille a été reconvoquée à nouveau, mais elle ne s'est jamais rendue à la convocation. Et il semblerait que d'abord, vous l'avez confirmé, et puis peut-être que vous auriez même insisté pour que les témoins ne parlent plus. Ça, je ne sais pas. Moi, je sais qu'on lui avait demandé, elle avait dit qu'elle viendrait, mais elle est partie pendant 10 jours. Oui, mais enfin, là-dessus, vous n'avez pas... Nous joignons madame Sandra Eldor, donc c'est vous. Hein. Elle nous confirme que sa fille ne veut plus entendre parler de sa plainte. Elle est retournée avec son mari. Le couple a quitté le domicile de la coulée. Elle s'est installée à la fois sans pouvoir nous donner une adresse. Il y a, quand on sait lire à travers les mots, là, on sent qu'il y a une réticence de votre part de vouloir aider les gendarmes à savoir ce qui s'est passé. Vous dites en quelque sorte, ma fille refait sa vie, je ne veux pas intervenir là-dedans. Je ne m'en rappelle plus, je ne sais pas. Plus. Des questions, monsieur le procureur ? Pas de questions pour la défense ? Pas de questions ? D'accord. Madame, le tribunal vous remercie. Madame Patricia Copter, si vous voulez bien venir à votre tour à la barre pour nous expliquer exactement, d'abord les faits dont vous affirmez avoir été victime, étant rappelé qu'on ne parle plus du problème du viol. Hein. Vous avez la parole, madame. Pouvez nous préciser simplement votre date de naissance ? Le 19 novembre 1986. D'accord, vous êtes quand même plus jeune que votre mari de 10 ans, quoi. Oui. Bon, très bien. Nous vous écoutons. Allez-y. Je vous sens pétrifié. Voilà, c'est vous qui avez déposé plainte. Vous êtes allé à la gendarmerie. Oui. Vous l'avez fait de vous-même ou bien sur les indications ou la pression de personnes ? Non, de moi-même. J'ai porté plainte une première fois au commissariat de police de Rivière-Salée, ensuite à la gendarmerie de Boulou-Paris et une aussi à la fois. D'accord. Alors là, c'était en quoi, 2014, ça peut-être ? Oui. Voilà. Et vous avez dénoncé quoi là ? Qu'est-ce qu'il avait fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Des faits de violence conjugale. Oui, d'accord. Mais pour moi, une violence, ça se traduit par quelque chose. Des claques, des coups de bâton, des coups de bâton oui. avec le bois de Gaillac. Le bois de Gaillac, oui. Là, c'était quand vous avez déposé plainte à quel endroit ? La brigade pour les Français ? Oui. Oui. Et alors après, à Boulou-Paris, c'était quoi ? Il avait menacé de mort mes enfants. Oui. Et voilà. Alors là, il est indiqué, enfin c'est vous qui l'avez dit d'ailleurs, hein, que la première plainte, vous l'aviez retirée parce que vous aviez peur de lui. Vous le confirmez, ça ? Oui. Ouais. Et après, pour les menaces sur les enfants et sur vous également ? Oui. Vous allez simplement déposer une main courante ? Parce qu'ensuite, il m'a menacé de me frapper. Qui ça, votre fils ? Mon mari. Mon mari, oui. Et il vous a... enfin bon, il vous menace avec un sabre bâti. Hein. On verra, il y a d'ailleurs des témoins qui en parlent. Hein. Bon, vous allez à la gendarmerie, on ne dépose pas une main courante. C'est plus grave encore que ce qui s'est passé avant, quoi. Et après, pour les faits pour la troisième main courante à Bourail, là, c'est quoi ? C'est pour l'agression sexuelle. Ah d'accord, c'est la dernière, celle-là. Oui. Ça, c'est en octobre 2018. Oui. Oui.
Qu'est-ce que vous pensez de votre mari? Lui, il nous dit qu'il s'est remis avec vous et que c'est le bonheur complet, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus aujourd'hui? Est-ce qu'il a changé un peu? Non, pas du tout. Ouais. J'ai la paix que quand il est au travail ou il est ailleurs, mais quand il est à la maison, il est horrible. Il me fait très peur. C'est un homme très impulsif et voilà. Oui, et pourtant vous êtes avec lui. Parce que j'ai peur pour la sécurité de mes enfants. C'est pour ça que je reste auprès de lui. Vous pensez qu'il s'en prendrait à vos enfants? Oui. Il a déjà menacé directement? Vous êtes témoin? Il menace vos enfants? Oui, il a menacé de tuer mes enfants et pour me faire souffrir, et ensuite de me tuer moi et enfin se suicider. Oui, ça c'est ce qu'a dit votre maman, ça. Oui. Hein? Et vous croyez qu'il serait capable de faire ça? Oui. Plutôt une sorte de fanfaronnade, non? Non. Non? Est-ce qu'il a changé depuis qu'il est sorti de prison en 2014 là? Pas du tout. Ce qu'il dit depuis tout à l'heure, c'est vraiment du mensonge. Il boit autant qu'avant. Voilà. Oui. Vous n'avez jamais eu l'idée de le quitter quand même? Si, mais à chaque fois, j'ai peur qu'il s'en prenne à moi ou à un membre de ma famille. Oui, d'accord, mais enfin bon, vous n'allez pas éternellement vous retrouver un objet à vous faire battre. Il y a quand même un certain nombre de structures d'accueil pour les femmes qui sont victimes de violences, comme vous l'indiquez. Vous n'avez jamais pris contact avec les services sociaux? Si, j'ai pris contact avec l'assistante sociale au Mont d'Or. Et là, elle essaye de nous trouver un logement de secours pour fuir mon mari. D'accord. Vous avez des observations, monsieur? Vous n'avez pas d'observation. En général, quand on n'a pas d'observation, c'est qu'on est un peu d'accord. C'est des mensonges aussi. Des mensonges, oui. Monsieur Menbussa, pourquoi vous restez avec votre épouse si c'est pour la battre? Je vous dis, si vous voulez bien vous lever, monsieur Menbussa. Excusez-moi. Je la bats, je pense que je la bats beaucoup moins qu'avant parce que j'essaye de moins boire. Ouais, mais c'est quand même des violences en fait. Mais tu t'oublies de dire que tu me les rends les coups. Et des fois, c'est toi qui commences. Quand même. Alors, il est indiqué dans le dossier, d'ailleurs, bon, les témoins l'a dit, hein, vous avez du caractère, vous aussi. Ah oui. Non, c'est la question que je pose à madame. Vous avez du caractère, vous aussi. Oui, j'ai du caractère. Il est même indiqué que vous avez giflé un gendarme. Ça, je me souviens pas du tout. Oui, je ne sais pas si le gendarme s'en souvient, mais enfin, on n'a pas la procédure dans le dossier. Hein. Oui. Ça, par contre, moi, je m'en souviens. Oui. Vous pouvez vous asseoir, monsieur Menbussa. Je vais quand même donner lecture. Il y a 2 témoins qui ne sont plus là. Vous pouvez vous asseoir, madame. Alors, je passe rapidement. Il y a monsieur Jean-Michel Eldor, qui est le beau-père de la partie civile. Une fois, j'ai vu Gérard qui allait frapper Aurélie. Je me suis interposé et j'ai dû lui donner un coup de poing pour me défendre. Depuis ce jour-là, je me tiens sur mes gardes, car je sais qu'il va me rendre le coup. Il dit également, concernant les violences et les traces dont il a pu avoir une connaissance directe, une fois j'ai vu des bleus sur la figure. Elle m'a dit qu'il lui avait donné des coups au visage, mais cela remonte. Alors, effectivement, monsieur Menbussa, j'ai vu, si on devait faire une sorte de chronologie, là, il semble qu'avant d'aller au camp Est, donc avant 2014, et on n'est saisi des faits que depuis 2014, hein, vous aviez quand même la main assez leste et des violences assez régulières liées à l'alcool et à tout cela. Hein? C'est ce que vous avez vous-même reconnu. Hein? Oui, bien sûr, oui. Ouais, je peux pas le nier. Hein. Alors, également... Hop.
Madame Alexandra Groseille, qui fait de l'escape game, si j'ai bien compris, et qui n'a pas encore eu le temps de se libérer, qui nous déclare ceci. Alors, c'est une amie. Hein, vous êtes avec un ami de Monsieur Saint, mais c'est une amie de votre épouse. J'ai assisté à des scènes de violence. Je sais qu'un jour, il y aura un drame. Je les ai hébergés à un moment donné, quand j'ai vu qu'ils étaient sous une tente à la coulée. Il y a eu des soucis, car beaucoup de violence entre eux. Mon quartier est tranquille, et des voisins ont même pensé que je me faisais battre par mon mari. C'est dire quand même que même les voisins entendent tellement de cris qu'ils pensent que c'est Madame Groseille, alors que c'est vous et votre épouse. Même moi, j'ai peur de cet homme, il est très violent. Il a déjà voulu découper Aurélie avec un sabre d'abattis. Vous voyez, vous n'en souvenez plus de ce sabre, mais il est là, le sabre. Mon mari a dû s'interposer avec son frère. Ils lui ont fait tomber le sabre en tapant dans sa main. Il a même voulu découper le frère de mon mari. Je connais Aurélie depuis que je suis toute petite. Alors elle dit également, je suis allé à Boulou-Paris une fois, elle avait un cocard. Les enfants me le disent aussi. Ils m'ont déjà dit qu'il avait voulu la découper. Il avait tiré des coups de feu. Un autre matin, je me suis réveillé car j'entendais des cris. Les enfants couraient dans le jardin. Lui, c'est vous, monsieur Manussa, est sorti en disant qu'il allait la découper. Et il parlait de qui? Pas de sa femme, il parlait de sa fille de 4 ans. Je l'ai vu donner des claques à Aurélie, des coups de botte, prendre le sabre et vouloir la frapper avec. Une fois, il lui a mis une claque tellement fort, elle est tombée, elle n'entendait plus rien. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Manussa, là? Tout ça, ce sont là encore... ce sont des mensonges, je n'ai jamais fait ça. Je ne toucherai pas à mes enfants, ni à ma femme dans ces conditions-là. Une claque de temps en temps, d'accord, mais non, pas un coup de sabre quand même, non. Alors, et jamais mes enfants, je ne toucherai jamais à mes enfants. Je poursuis un peu plus loin, à un moment donné, avec sa voiture, Madame Groseille suit la vôtre, quoi. Et à un moment donné, votre voiture s'arrête, parce qu'évidemment, vous êtes en train de frapper votre épouse dans la voiture. Donc, elle s'arrête, elle descend, elle avait une grande trace sur la lèvre, je pensais même qu'il lui avait cassé les dents. Elle dit également, ça peut peut-être expliquer les problèmes de jalousie, qu'en fait, Aurélie a eu une aventure au moment où elle a déposé plainte. Oui, c'est vrai. Alors, vous avez dit d'ailleurs dans votre déclaration que quand vous étiez au camp Est, vous aviez su qu'elle avait eu un remplaçant. Oui, et puis effectivement, je suis un peu jaloux. J'adore ma femme. Oui. Elle dit également, ce témoin, même quand elle était enceinte, il l'a frappée. Elle avait 16 ou 17 ans. Alors, c'est pas dans la procédure, mais c'est quand même pour que les choses soient un peu plus claires. Donc, vous la frappez quand elle est enceinte? Je m'en souviens pas de ça. Ça remonte. Elle dit également que le jour où il y a eu cette histoire de viol, donc on ne parle plus de viol, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des violences. Je lui ai demandé de baisser son short. Elle était toute griffée sous le nombril, sur le haut des jambes, des bleus également. Donc même s'il n'y a pas eu de pénétration au sens juridique du terme, il y a quand même eu clairement des violences. J'étais sous l'emprise de l'alcool, certainement. Je ne m'en souviens pas exactement comment ça s'est passé, mais j'ai dû effectivement peut-être essayer de la caresser. Oui, je crois que vous avez eu la chance, monsieur Manussa, d'échapper à la cour d'assises. Ah. Il y a également monsieur Nicolas Groseille qui indique, quand il y a une dispute chez moi, les deux se sont tapés dessus. Les deux se sont tapés dessus, hein, donc c'est réciproque. Oui, je vous l'ai dit. Ce jour-là, c'est elle qui a provoqué jusqu'au moment où il lui a mis une gifle et qu'il a voulu couper tout le monde avec le sabre. Moi, j'étais en colère, certainement, mais je ne l'aurais pas fait, certainement. C'est vrai, ça, madame Copter, là? C'est monsieur Groseille Nicolas qui dit que c'est vous qui l'avez, en quelque sorte, cherché et provoqué jusqu'à ce que... Bon, finalement, il vous donne une paire de gifles et vous l'avez énervé. Une sorte de provocation.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Je vois pas de quoi il parle. C'est quand même un témoin, c'est un de vos amis, ça? Pas du tout. Enfin, je sais pas de quoi il parle. Oui. Bon, ce monsieur dit également, confirme ce qu'avait dit tout à l'heure Madame Groseille, qu'il y avait un petit, en quelque sorte, un monsieur qui passait à la maison, entre guillemets, vous voyez. Il venait pratiquement tous les jours dès que monsieur n'était pas là. Sur cette histoire d'une aventure avec vous avez le sujet n'est pas de savoir si vous avez des aventures extérieures, ça sera votre problème personnel, et dans quelle mesure ça peut rejaillir sur son comportement. Je sais pas de quel homme il parle, parce que le seul homme qui venait à la maison, c'était vraiment que l'homme de ménage. Ouais. Après, comme il est déjà impulsif, je pense que ça peut affecter... Vous avez un homme de ménage? Oui. Vous n'avez déjà pas les moyens d'avoir un appartement correct. Non, mais vous savez, quand on veut, on peut. Tout à l'heure, c'était un jardinier, et maintenant, ça devient un homme de ménage. Non, mais il fait les tâches ménagères. Bon, je ne sais pas ce que M. Saint en pense, mais il me semble que lui aussi avait vu peut-être quelqu'un. Je ne sais pas si c'était le jardinier, je ne sais pas. C'est bon, je peux m'asseoir. Alors, on note aussi, ce monsieur indique, pour montrer une sorte d'équilibre dans les comportements, à un moment donné, vous êtes disputé, et c'est vous qui avez jeté une boîte de café à la tête de votre mari, et lui, il vous a mis une claque. Bon. Vous avez enfin, alors je crois qu'elle était partie aussi. Océane, elle n'est plus là, elle a dit ceci. Elle avait régulièrement des traces de bleu sur le visage. Alors c'était en 2013, ce sont des faits qui ne sont plus dans la prévention. Elle est aussi assez impulsive. Ça a toujours été très compliqué tous les deux. Ils ont toujours eu des rapports assez violents entre eux, l'un envers l'autre. Quand ils n'étaient pas d'accord, ce n'était pas joyeux à la maison, c'est un peu l'amour vache. Je l'ai vu une fois tirer les cheveux de ma sœur, mais j'ai arrêté de suite. Ma sœur m'a dit que ça se passait mieux une fois qu'il était sorti de prison. Vous voyez, madame, tout le monde ne va pas forcément dans votre sens. Je crois qu'on a fait le tour des éléments du dossier. Est-ce qu'il y a des questions à poser pour la partie civile, au prévenu, ou madame, monsieur l'avocat général, monsieur le procureur? Une question? Monsieur Mensoussa, est-ce que vous aimez votre femme? Vous l'avez dit, oui. Est-ce que vous êtes capable de me dire combien de fois est-ce que vous l'avez frappée? Ah non, je pourrais pas vous dire. Vous ne pouvez pas compter? Non, quand on aime, on compte pas. Non. J'aimerais que la Cour note que Monsieur Mensoussa ne veut pas compter le nombre de fois qu'il a frappé sa femme parce qu'il l'aime. Oui, bien sûr. Merci. Est-ce que vous confirmez les dires de la mère de la victime, qui est que vous avez menacé de mort vos enfants? Non, ça, je l'ai dit tout à l'heure, je ne m'en souviens pas. Vous ne vous souvenez de pas grand-chose, en vérité, monsieur? Sous l'effet de l'alcool, effectivement, oui. J'ai la mémoire qui flanche. Oui, mais ça doit être ça. Très souvent. Ça doit être ça. Quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure, lorsque vous avez parlé lorsque votre propriétaire a parlé des meubles, vous ne vous êtes pas occupé des meubles. Non. Est-ce que votre femme maîtrise peut-être la télékinésie? C'est l'art de manipuler les objets sans les toucher. Parce que pour soulever... Alors regardez madame, Voilà, pouvez-vous lever madame s'il vous plaît? Voilà, pour soulever un frigo, une armoire, un canapé... Ne la provoquez pas, elle est très costaud. Elle paraît pas comme ça. S'il vous plaît. Non, mais je me souviens pas, ça. Les meubles, oui, non, franchement, je me souviens pas. Non plus? D'accord. Je peux pas vous dire, là, je peux pas vous répondre. Vous vous souvenez plus d'avoir menacé de mort vos enfants, ni d'avoir porté 3 meubles? Non. C'est curieux. Et vous dites que vous êtes un peu jaloux. Oui. Vous maintenez cette déclaration? Oui, bien sûr. Un peu jaloux? Oui. Un peu. Oui, bon, vous avez votre réponse. Disons que je suis très jaloux. Voilà. Ah, il y a une différence quand même entre un peu et très jaloux. J'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. Monsieur l'avocat général, les questions? Pour la défense, des questions, maître? Pas de questions? Eh bien, nous allons passer
réquisitoire et plaidoirie. Alors je rappelle que chaque avocat ou parquet a 4 minutes. Voilà, il y aura un décompte du temps. Et à l'issue, clac, terminé. Donc voilà, vous rejetez un œil, 30 secondes avant, en raison. Et voilà. Alors, attendez, partez pas encore. Voilà, donc la parole est à l'avocat de la partie civile. Monsieur le Président, Mesdames les assesseuses, je vous remercie de me permettre de défendre aujourd'hui devant vous les intérêts ainsi que les sentiments de ma cliente, Aurélie Mensoussa. Ne vous méprenez pas, Mesdames et Messieurs. Bien que mon rôle aujourd'hui est de vous retranscrire les sentiments de Madame, j'insiste sur le fait qu'il n'existe aucun mot assez violent pour décrire le cauchemar qu'elle a subi. Aucune image n'est assez atroce pour illustrer son calvaire, de même qu'aucun de ses cris, aucun de ses pleurs n'a suffi à faire entendre raison à cet homme. Cet homme, justement, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Cet homme un peu jaloux, cet homme violent, mais pas quand il est sobre, et cet homme apparemment amnésique. Je vais mentionner l'affaire du samedi 24 octobre 2016, à l'origine de la plainte, bien qu'elle ait été correctionnalisée. Alors, Madame, sa cousine et une amie ont prévu de faire une sortie entre filles sur les baies. Au début, monsieur est d'accord, et puis il ne l'est plus. Pourquoi ? Au motif que, et je cite Madame, « J'allais faire ma pute et me faire tringler. » C'est que le début. À la suite d'une humiliation verbale interminable, jonchée d'insultes et de menaces, il conclura en disant « C'est évident, je cite à nouveau, c'est évident que j'étais une pute, que je ne servais à rien et qu'il se demandait ce qu'il foutait avec moi. » Vous êtes un poète, monsieur Mensoussa. Vous commencez doucement à saisir le personnage. Suite à cela, madame est allée se coucher, monsieur l'a rejoint et monsieur voulait faire l'amour, et si monsieur veut faire l'amour, ils feront l'amour. Ainsi, tel le romantique qu'il est, il lui dira « On baise ou quoi ?» Je cite à nouveau. Voilà. On baise ou quoi ? Attends. Vous êtes vraiment... Baudelaire est jaloux, hein, monsieur. Donc ensuite, supposée agression sexuelle, je ne parlerai pas de ça, mais avérée agression physique, qu'elle déclara au médecin, à sa mère, ainsi qu'aux policiers. Des griffures et des douleurs aux côtes. Cette scène, mesdames et messieurs, effroyable, n'est malheureusement qu'une répétition des nombreuses habitudes de monsieur Mensoussa. Les témoignages sur son comportement inacceptable pleuvent. Sa mère, qui dénonce les menaces de mort, son beau-père, qui a été témoin d'une tentative d'agression, sa cousine, le voisin, le locataire. À chaque fois qu'une nouvelle personne est interrogée, cette dernière rajoute des détails sordides et morbides sur le caractère violent de cet homme. C'est scandaleux. Alors vous vous posez peut-être la question, et vous êtes en droit de le faire, pourquoi est-ce qu'elle est restée ? Est-ce qu'elle l'aime ? Est-ce qu'elle l'a cherché ? Est-ce qu'elle est bête ? Est-ce que vous êtes bête, madame ? La peur. La peur pour elle, oui. La peur pour sa famille, sans doute. La peur pour ses enfants, assurément. Parce que comme l'a déclaré madame, la mère, monsieur a régulièrement menacé de mort ses propres enfants dans le seul but de faire souffrir Aurélie. Encore une fois, c'est n'importe quoi. La honte ensuite. Imaginez-vous devoir décrire devant une assemblée d'inconnus que votre mari, le père de vos enfants, a pris comme habitude de vous battre et de vous violer régulièrement. Parce qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, la peur et la honte sont du mauvais côté. Parce qu'aujourd'hui, et grâce à ça, se trouve devant vous monsieur Mensoussa. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, la peur et la honte ont décidé de changer de côté. C'est parce qu'une femme a su trouver le courage en elle de se battre et de ne plus jamais être apeurée, se trouve devant vous, madame Mensoussa. C'est une combattante, c'est une survivante. Et j'ose espérer qu'à la fin de cette audience, elle pourra enfin vivre. Merci, j'ai terminé. Monsieur le procureur, ah non, vous êtes pour la partie civile, excusez-moi. Est-ce que vous aurez des demandes civiles, dommages, intérêts ou autres ? Pardon. Je trouverais indécent, monsieur, de compenser financièrement le drame qui s'est produit au sein de cette famille. Je laisse la priorité au procureur pour prendre les décisions adaptées. Je vous remercie. Monsieur le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions.
Mesdames les membres du jury, Monsieur le Président, nous sommes ici aujourd'hui pour traiter une affaire d'une gravité extrême, une affaire de violence conjugale, de menaces de mort, d'agressions sexuelles et de violences devant des enfants. Les faits présentés devant vous aujourd'hui décrivent une situation de violence domestique qui a laissé des cicatrices profondes, tant que physiques que psychologiques chez la victime. Alors, il n'y a aucun doute que la relation entre les époux, qui aurait dû être basée sur l'amour, le respect et la confiance, s'est transformée en un cauchemar indescriptible pour la plaignante. Elle a été confrontée à des actes de violence physique répétés, à des menaces de mort délibérées et à l'horreur inqualifiable d'une agression sexuelle commise par son propre conjoint. Je tiens aussi à rajouter que des menaces de mort ont été aussi faites aux enfants. D'après l'article 222-22 du Code pénal, je cite, « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». La loi, mesdames et messieurs, est très claire. Aucune personne ne devrait jamais avoir enduré une telle souffrance par son partenaire intime. La violence conjugale est inacceptable. Elle n'est pas tolérée dans notre société. Les menaces de mort, quant à elles, que ce soit envers un enfant ou un adulte, sont une violation directe du droit à la vie, l'un des droits les plus fondamentaux que nous protégeons. En ce qui concerne les agressions sexuelles ou le viol, il est important de savoir que le consentement est la pierre angulaire de toute relation sexuelle saine. Lorsqu'un acte sexuel est commis sans son consentement, même au sein d'un mariage, cela est un crime grave et impardonnable. Pour le cas de la victime ici présente, elle s'est vue se faire introduire le doigt de son conjoint dans son anus. Mesdames et messieurs, nous demandons que justice soit faite. Nous demandons que le prévenu ici présent soit tenu coupable de ses actes. Nous demandons que la victime reçoive la protection et le soutien dont elle a désespérément besoin pour se reconstruire. Pour atteindre ces objectifs, nous sollicitons une sentence sévère, proportionnelle à la gravité de ses actes. C'est pour cela que je demande au tribunal une peine de 4 ans d'emprisonnement significative, ainsi qu'un programme de réhabilitation afin de traiter ses problèmes de comportement. Pour la victime, je recommande une ordonnance restrictive pour éviter... Pardon, excusez-moi. Une ordonnance restrictive. Je proscris une ordonnance restrictive afin de la protéger contre toute forme de harcèlement futur, ainsi que la garde exclusive de ses enfants afin de protéger les enfants des menaces de leur père. Mesdames et messieurs, dans cette salle de justice, nous avons l'opportunité de faire entendre la voix de la raison et mettre fin à un cycle de violence dévastateur. Je vous exhorte à considérer ces éléments avec le plus grand sérieux et à rendre un verdict juste. Et je tiens à préciser que la violence domestique n'a pas sa place dans notre société et celui qui la perpétuera sera responsable de ses actes. Ça sera tout. Je vous remercie, monsieur le procureur. La parole est à la défense. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du tribunal, je me présente, avocat de la défense, maître Manoukoula Linda, ici présente ce soir pour l'affaire de mon client, monsieur Manvussa, accusé d'avoir commis des violences conjugales sur sa conjointe, ici présente. Donc, certes, son casier judiciaire ne plaide pas en sa faveur. Certes, son comportement vis-à-vis de madame est déplorable. Nous avons tous conscience que monsieur Gérard Manvussa n'est pas blanc comme neige. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de pourquoi est-il comme ça? Pourquoi tant de colère? Pourquoi tant de violence? Pourquoi tant de disputes? Eh bien, mon client ici présent, dans ses actes, a subi une dégradation psychologique. C'est-à-dire que mon client est sous pression constamment sur le fait qu'on lui reproche de travailler, mais de ne pas recevoir d'argent. Lorsqu'il n'avait plus d'emploi, cela lui était reproché. Ils font tous les deux face à des problèmes financiers et cela mène à des disputes qui éclatent. Donc, des reproches refont surface. Et donc, au niveau de son mental, mon client est dérangé. Donc, il suit au niveau de sa santé. Il a du mal à respirer, mais il n'est pas allé consulter car il n'en a pas les moyens et il n'a pas de couverture.
Donc toute cette pression s'accumule, plus le fait qu'il doit faire face à un adultère de la part de sa conjointe. Toute cette pression psychologique constante l'a conduit à adopter une attitude de violence incontrôlée. À un moment, l'humain est faible et a ses limites. Le silence de sa souffrance est rompu par des gestes méprisants et cela montre que c'est une personne, un homme blessé, un homme exploité, un homme qui souffre car mentalement, il n'en peut plus. Mon client n'est pas violent sans raison. Mon client a commis certes des erreurs, mais l'erreur est humaine. Qui n'a jamais commis d'erreur ici? Qui n'a jamais commis une seule erreur? Donc, mon client ne nie pas le fait qu'il soit jaloux et possessif envers sa conjointe, mais c'est le fruit d'une enfance instable avec des parents absents, une mère alcoolisée tous les jours, un père très méchant et violent lorsqu'il était à la maison. Mon client n'a pas reçu d'amour parental. C'est un humain, comme tout le monde, et une confiance, lorsqu'elle est brisée, elle ne se rachète pas comme cela. Certes, mon client a commis beaucoup d'erreurs, mais si l'on se penche sur ce qu'il fait pour les siens, on peut voir qu'il donnerait tout pour sa famille. Partir de la maison à 6h30 et revenir à 16h tous les jours, et pour subvenir aux besoins de ses enfants, de sa famille, montre l'amour qu'il a pour eux. Il ne ferait pas tout ça s'il ne les aimait pas. Donc mon client est le seul à répondre aux besoins quotidiens. Malgré les problèmes financiers, il continue de se battre. Donc si jamais mon client est condamné, qui va subvenir aux besoins de la famille? Qui va être là pour la famille? Certes, mon client reconnaît les faits et s'en excuse pleinement et il est prêt à changer petit à petit en commençant par le suivi d'une psychologue qu'il voit 3 fois par semaine pour lui permettre d'évacuer ce qu'il ressent autrement que par la vulgarité, que par la violence. Au niveau de l'alcool, mon client s'est inscrit dans un groupe d'alcooliques anonymes pour discuter et mettre fin, passer au-dessus de son problème d'alcool. Donc je vous demande de ne pas envoyer mon client en prison et surtout de ne pas révoquer les sursis que mon client a au-dessus de la tête et qu'il puisse poursuivre son suivi psychologique ainsi que son processus de réinsertion engagé et être auprès de ses enfants. Je vous remercie. Merci. Monsieur Menvussa, vous avez la parole en dernier. Oui, ben j'aurais pas mieux dit. Hein. Moi, tout ce que je voudrais dire, sérieusement, c'est pardon. Pardon. Et effectivement, je vais m'engager dans un processus de soins que j'ai besoin, effectivement. Vous allez vous engager ou vous êtes déjà engagé? Je suis déjà engagé. Parce que votre avocat je suis déjà engagé, oui. Je vais continuer et je vais aller jusqu'au bout. C'est ça, parce que mon problème, c'est que j'avais déjà essayé, mais je vais rarement jusqu'au bout des choses. Et là, effectivement, l'expérience, le tribunal, enfin, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, voilà, là, je ne vais pas baisser les bras et je vais aller jusqu'au bout. J'en fais la promesse. Et pardon encore. Très bien. Le tribunal vous remercie, monsieur. Donc la partie d'audience est terminée. Nous allons passer maintenant au délibéré. Alors je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure que l'ensemble du public peut voter, participe à la décision. Vous allez avoir un QR code qui va apparaître là, avec votre téléphone, vous le scannez. Vous mettez un petit pseudo. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde, mais enfin bon, ça va arriver. Alors, en attendant que vous fassiez tout cela, là, je précise que vous aurez à répondre à une seule question. Est-ce que M. Menvussa s'est rendu coupable entre janvier 2014 et octobre 2016 du délit de violence habituelle sur sa conjointe ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours? Cette incrimination, et le tribunal ne peut pas aller au-dessus, il ne peut pas changer en fonction de sa propre volonté, est punie d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin. Voilà. Thaïs, je t'aime. Je ne sais pas qui... C'est un message personnel. Ce qu'il me semble...
pense qu'on n'est pas loin du seuil, ce qui est pas mal d'ailleurs. Bon, nous passons. Alors, je rappelle, hein, vous allez voir sur le... Voilà, là, ça va démarrer. Ça, c'est la question. Et après, vous allez avoir 30 secondes pour répondre oui ou non. Alors, sur l'écran, on voit que le rouge, c'est oui, et le bleu, c'est non. Mais c'est vrai que sur les portables, c'est uniquement les couleurs d'icônes qu'il faut appuyer. Voilà, vous avez 30 secondes, il faut se dépêcher d'appuyer. On voit qu'il y en a qui hésitent. Là, donc la réponse est oui, on se contentera de prendre à chaque fois le choix majoritaire. Alors, oui, mais c'est pas c'est pas mal ça. La deuxième question va porter sur la peine. Donc on voit que c'est une peine de 3 ans d'emprisonnement, 45 000 francs. Et on vous demande si vous voulez mettre de la prison, une amende ou prison plus amende. Je précise que le problème du sursis n'est pas encore dans la réflexion. Il n'y a que 43, on se dépêche parce que là après ça va être terminé. Hop, voilà, nous avons donc 29, donc ça fait, oui, déjà, ça fait 59% pour un emprisonnement plus une peine d'amende. D'accord. Donc le tribunal mettra une peine d'amende et une peine d'emprisonnement. Bon, l'amende, on verra le quantum. En ce qui concerne maintenant, ça va vite quand même tout ça. Donc je peux vous expliquer. Voilà, ça c'est le nombre de mois que vous voulez mettre en prison. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre du sursis après. Il y a une question sur le sursis. Et quel est le montant maximum que vous voulez mettre? On se dépêche, plus que 11 secondes. Le ministère public avait été un petit peu excessif en demandant 4 ans, je vais préciser. Voilà, donc c'est 36 mois, 43%. Donc 36 mois. La question qui ensuite est posée, on ne va pas trop vite, monsieur là, sinon ça ne laisse même pas aux gens le temps de... Voilà. Vous avez décidé d'une peine de 36 mois, étant précisé qu'il y a un emprisonnement, ça c'est l'emprisonnement bien sûr. Cet emprisonnement, il peut être ferme, c'est-à-dire il a 36 mois en prison pour la lumière. Il peut également être un sursis d'un sursis simple, c'est-à-dire qu'une partie de la peine dont vous déterminerez le pourcentage ne sera pas faite et sera au-dessus de sa tête. Et il y a également la possibilité d'un sursis avec mise à l'épreuve. C'est-à-dire, si vous voulez qui peut être partiel aussi, c'est pareil. Si vous voulez que M. Menboussa ait au-dessus de sa tête, une épée de Damoclès, comme on dit souvent, avec des obligations de mise à l'épreuve, c'est-à-dire obligation de suivre des soins, d'addiction, etc. Voilà, c'est le sursis avec mise à l'épreuve qu'on utilise le plus souvent. Voilà. Alors, 40% ferme. D'accord, c'est à peu de choses près, etc. Donc, la peine, il y aura donc prison ferme à 40%. Bon. Donc, monsieur Menboussa, si vous voulez bien vous lever, le tribunal public, vous voyez, on se retrouve à la Révolution, là. Il y a les montagnards, les enragés, là. Et puis le sursis, donc, par définition, il y a eu 40% de ferme. Donc c'est 3 ans, c'est 36 mois, c'est 3 ans de prison ferme. Normalement, monsieur, si vous étiez venu détenu, je vous aurais envoyé directement en mandat de dépôt au camp Est. Là, vous verrez avec le tribunal, enfin avec le juge d'application des peines, les conditions dans lesquelles vous pourriez exécuter cette sanction. Voilà tout ce que je peux dire. L'audience est levée.